Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici on parlait psychologie. Alors, en lien avec une vidéo juste précédemment sur les métiers de la sécurité, avec voilà, un impact réel psychologique, je souhaitais vous faire part d'une présentation que j'ai faite en partenariat avec l'Université Bordeaux-Montaigne où j'ai souhaité étudier la pression technologique et la souffrance mentale, l'impact psychologique des cyberattaques, donc au sein du RSSI en milieu hospitalier. Donc je l'ai réajusté parce que certaines choses pouvaient être plus d'ordre confidentialité euh, sur leurs témoignages. Voilà, je vous fais part, si vous êtes du RSSI, peut-être que vous avez eu ce retour, mais je souhaitais malgré tout le poster. Donc, les introductions sur les conséquences humaines. Donc, pourquoi j'avais choisi cette étude depuis 2019, les cyberattaques, elles augmentent énormément. Et avec la période du Covid, les confinements, le télétravail s'est développé. On a eu un développement des outils numériques et des plateformes. Ainsi, une dématérialisation s'est mise réellement en place. Et les administrations d'ordre public aussi ont essayé de s'adapter. Mais ça a été tellement vite que la sécurité, elle n'a pas forcément été prise en compte, et aussi l'éducation numérique. Donc la dimension humaine, elle est souvent sous-estimée. On a la reconnaissance de l'impact psychologique des professionnels, mais finalement, ceux de la cybersécurité est souvent oublié. D'accord. On va avoir l'impact sur l'usager, sur le personnel soignant dans les centres hospitaliers ou le personnel, euh, en tout cas sur place, parce qu'ils sont réellement impactés, mais pas euh, ces techniciens de l'ombre en fait. Donc ce sont vraiment des victimes invisibles au sein du RSSI, parce que ce sont les premiers responsables en cas de cyberattaque. Peut-être que vous ne les connaissez pas, mais il y a une réelle souffrance psychologique, parce qu'ils sont obligés de rester dans le silence, ils sont obligés d'être efficaces. Donc il y a un stress chronique, parce qu'ils sont en alerte tout le temps pour vérifier qu'il n'y ait pas d'intrusion dans les systèmes de sécurité. Il y a un isolement et le travail n'est pas reconnu par les structures. Et oui, vous avez tous entendu parler dans les médias des fuites de données sur des plateformes publiques, sur des opérateurs de téléphonie ou Internet. Eh bien, en fait, le RSSI, eux, sont en veille dans les centres hospitaliers. En tout cas, sur cette étude, ceux que j'ai pu rencontrer avaient des postes à peu près similaires et ils ne sont pas pris en compte finalement, ce qui est très pénalisant parce qu'au quotidien, ils sont bien là pour éviter une fuite de données, une intrusion dans le système, parce que médicalement, il ne faut pas oublier que tout est assisté par l'informatique. Les machines dans le dosage, par exemple, de la chimiothérapie, les scanners, IRM, il y a des ordinateurs, tout est connecté sur des serveurs et une intrusion met vraiment en péril toute l'organisation et la santé des patients. Donc ils ont vraiment réellement un impact énorme. Donc les cyberattaques, ça peut engendrer l'interruption de soins, les retards dans les opérations parce qu'on les déprogramme, les soins eux-mêmes et la fuite de données. Les situations, elles mettent en péril donc non seulement la santé du patient, mais aussi la crédibilité des services hospitaliers. La réputation de l'établissement se voit vraiment impactée. Le RSSI, donc voilà, là j'ai mis une illustration, elle n'est pas forcément réellement mise à jour sur cette illustration, mais il y a une pression mentale intense et je voulais que vous compreniez que toutes ces administrations ont été touchées par une tentative, en tout cas des menaces, et vous voyez que c'est l'ensemble de notre territoire. Donc schéma visuel et méthodologie. Ma méthode de recherche se structure en deux étapes. La première, c'était un questionnaire et la seconde, ça a été un entretien clinique
avec des personnes volontaires. Il y avait pour moi une vraie nécessité de mettre en lien des données qualitatives et quantitatives. Donc le questionnaire, j'ai mis en place, donc je me suis basée sur le DSM-5 pour mettre en place une grille de lecture et des symptômes associés. Je voulais éviter les biais cognitifs avec une interprétation des personnes qui pouvaient répondre. Donc je les ai mis dans le désordre et pas forcément dans une certaine fluidité. Je ne voulais pas orienter leur réflexion. J'ai souhaité rechercher le TSPT, le trouble du stress post-traumatique, des symptômes de dépression, des symptômes de troubles anxieux ou d'autres difficultés d'ordre psychologique. L'entrevue clinique, elle, avec les professionnels, elle est venue soulever ces préoccupations humaines et émotionnelles. Ils ont été volontaires, je les ai invités, nous avons pu discuter euh, et c'était intéressant. Donc, dans un premier temps, j'ai eu des résultats de questionnaire, les résultats des participants et les symptômes de dépression, d'épuisement mental ont été mis en lumière. Donc, je vous mets un exemple où là, finalement, il n'y a eu aucune réponse. Mais aucune réponse ne veut pas dire euh, une orientation. Ça veut juste dire que ça questionne. Qu'est-ce qu'il ressort du fait qu'il n'ait pas réussi à répondre à aucune des questions? Ici, on a eu aussi une orientation plutôt sur des symptômes de type dépression. Un autre où on a autant de troubles anxieux que de signes de dépression. Et une seule était très nettement orientée vers un TSPT. Son histoire a été préoccupante, forcément. Mais c'est pour vous donner un peu une indication. Donc les entretiens cliniques qui ont été un moment très 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 intense, c'est la première fois qu'ils osaient se dévoiler sur comment ils ont ressenti et vécu ces situations d'attaque. Ils parlent de stress extrême lors des crises, lors d'une intrusion dans les systèmes informatiques. Et il peut avoir impacté un bloc opératoire et ils ont ressenti un sentiment d'impuissance et aussi une culpabilité face aux patients. Après, il y a eu deux stress qui sont revenus. Il y a le stress permanent lié à la vigilance, la surveillance quotidienne et la sollicitation interne du personnel parce que le mot de passe ne fonctionne pas, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il faut plus de sécurité, qu'on ne peut pas utiliser son adresse mail professionnelle, par exemple, pour s'inscrire au tennis. Donc, tout ça, ça crée un stress permanent. Ensuite, il y a le stress aigu, lors, cette fois-ci, des vraies alertes. Les conséquences, elles vont impacter le sommeil et on m'a évoqué l'alternance entre le pessimisme, le dynamisme, enfin, tout est trop rapide pour cette période de crise. Alors, l'impact psychologique, selon les témoignages, on va illustrer un vrai trauma d'ordre social existentiel lors de la crise. Cette évocation était particulièrement touchante parce qu'on ne se l'imagine pas et eux-mêmes, pour revenir à la présentation euh, juste avant sur les métiers de la sécurité, une remise en question, est-ce que je suis moins efficace parce que j'ose penser à l'impact des usagers, à l'impact émotionnel sur leur santé mentale ou leur santé physique. Et puis donc on parle de fatigue, ensuite aux sollicitations continues, aux critiques, de manque de vigilance du personnel. Il parle d'une normalisation des risques. Et malgré des exercices réguliers des rétex, on n'arrive pas à évacuer tout ce stress et cette pression. Il a été évoqué de ce vécu un attentat numérique. Et oui, il faut un soutien
en tant que tel. Les attentats, il y a des choses en place, mais pourquoi pas pour ces techniciens de l'ombre? L'aspect psychologique et la résilience, eh bien, on a une hypervigilance et un épuisement mental. Des pics d'intensité, hein, surtout lors des attaques, avec un stress aigu, euh, il s'effondre, il y a des insomnies, il y a une fatigue physique et mentale importante. Le dilemme éthique et le sentiment d'isolement, ça rejoint aussi une vidéo précédente. Faut savoir que voilà, les décisions sont très lourdes de conséquences dans les métiers de la sécurité et il y a une vraie culpabilité. Un isolement lié à nos difficultés, c'est je ne peux pas en parler, je vais garder pour moi. Il y a un vrai manque de communication et de pudeur en fait. Et c'est vrai que même entre collègues, même s'ils se soutiennent, eh bien, ils n'évoqueront pas forcément leurs difficultés d'ordre psychologique. La normalisation et la perception des risques, eh bien oui, malgré la répétition, les crises, euh, elles restent. Il y a une forme de mécanisme d'habituation qui va apparaître. Les professionnels relativisent leurs difficultés et les risques d'ordre psychologique sur leur santé, hein. Parfois, donc, cette normalisation, elle va peut-être atténuer un peu leur stress, c'est vrai, mais on va voir apparaître d'autres symptômes, notamment des symptômes proches du TSPT. Donc l'hétérogénéité de mes résultats, j'admets qu'il a été très difficile pour moi d'intégrer cette unité, hein, de RSSI. Je remercie encore les personnes qui ont été volontaires et qui m'ont apporté leurs témoignages, leurs retours. Les expériences de chacun et l'ancienneté, pour le coup, n'a pas été pris en compte. J'ai globalisé en fait cette étude. Le soutien institutionnel est en manque réel. Ils me parlent aussi tous des rétax et les exercices pour mieux les préparer. Certains en avaient fait beaucoup et d'autres parlent de leur témoignage avec beaucoup plus de jeunesse dans leur pratique. Les lieux sont tous différents et certains ont été vraiment paralysés ou d'autres ce sont des petites intrusions. Donc c'est vrai que mon étude a été un peu dans l'hétérogénéité, il faut l'admettre. En tout cas, j'ai quand même voilà, mis en évidence des recommandations. Dans un premier temps, une reconnaissance institutionnelle, revalorisation des techniques. Et oui, ils ont la sensation d'être invisibles et la détresse psychologique est réelle avec ce sentiment d'isolement. La reconnaissance de leurs conditions pourrait non seulement donc, leur améliorer le moral, mais aussi renforcer finalement leur capacité euh, voilà, dans la sécurité. La nécessité d'une cellule de soutien psychologique, donc là c'est lié à l'attentat numérique, ce terme qui a été évoqué lors de mes entretiens cliniques avec eux. Et bien la cellule de soutien n'est pas vraiment proposée au RSSI et pourtant il serait intéressant voilà, qu'ils puissent en bénéficier. Comme les attentats, un accompagnement devrait être pensé pour eux. La formation à la gestion du stress, eh bien, l'analyse de la pratique professionnelle, l'APP, pourrait être un très bon outil, j'en parle dans les vidéos précédentes, parce que ça permet d'évoquer ensemble nos difficultés émotionnelles, le stress. On ne parle pas du côté technique, car ces techniciens maîtrisent totalement leur travail, mais vraiment de cette vulnérabilité émotionnelle qu'on ose verbaliser et qu'on garde uniquement pour soi. L'appel à des recherches pour ces techniciens de l'ombre, elle est cruciale. Il faudrait qu'on puisse poursuivre nos recherches pour évaluer leurs difficultés et leurs symptômes d'ordre psychologique. Il faudrait bien sûr qu'on mette en place des premiers outils et voir un petit peu s'il y a une amélioration sur du long terme. Est-ce qu'ils vivent mieux leurs difficultés ou est-ce qu'il n'y a pas d'amélioration sur leurs conditions? Alors pour conclure, parce que j'ai juste choisi une phrase, c'est qu'en cybersécurité, la première faille à combler, c'est peut-être le silence autour de la souffrance. Donc bien entendu, c'est très difficile
mettre en lien ce côté technique avec ce côté psychologique, mais c'est non négligeable en mon sens. Et c'est vrai que voilà, les métiers de la sécurité et ici le RSSI, il y a un impact non négligeable et il serait vraiment bon de mettre en place des outils, de continuer les études de recherche pour voir qu'est-ce qui est amélioré, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut retirer, qu'est-ce qu'il faut euh, réintégrer. J'espère que ce sujet vous a plu, qui a nourri votre réflexion. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Et si on parlait psychologie.